Le restaurant est devenu complètement silencieux. Don Salvatore, le chef impitoyable du syndicat Russo, fixait Clarette. C'était la serveuse grosse et maladroite qui venait de renverser une goutte de Barolo sur sa table. Mais ce n'est pas la tâche qui a figé le chef de la mafia. C'était l'ancien dialecte de rue sicilien, interdit, qui lui avait échappé en réponse à son insulte. Il y a une réalité distincte et angoissante, celle d'être une femme grosse dans un monde conçu pour les personnes minces. Clarette faisait une taille 22. Elle portait son poids avec une abondance douce et indéniable de hanches, de cuisses et un ventre qu'aucun tablier à taille haute ne pourrait jamais vraiment cacher. La plupart du temps, elle était parfaitement en paix avec l'espace qu'elle occupait. Elle aimait son corps. Elle aimait sa douceur, sa force et la façon dont il l'ancrait au sol. Mais un vendredi soir à la Trattoria dell'Ombre, une forteresse italienne exclusive et faiblement éclairée au cœur de la Gold Coast de Chicago, sa taille était un désavantage tactique. Les allées étroites entre les banquettes de velours étaient conçues pour les aspirantes actrices filiformes qui travaillaient habituellement en salle. Béatrice, sa sévère directrice, qui ne survivait que grâce au café noir et à la méchanceté, avait essayé de retirer Clarette du planning ce soir-là. « C'est un événement privé, Clarette », avait ricané Béatrice plus tôt dans l'après-midi. Ses yeux se posaient avec insistance sur la façon dont la chemise noire de l'uniforme se tendait légèrement sur sa poitrine. « Des clients de haut vol, des VIP, nous avons besoin d'agilité. Nous avons besoin de discrétion. Des gens qui peuvent se glisser dans l'ombre sans être remarqués. » La fin non dite de cette phrase était « des gens qui ne sont pas vous ». Clarette aurait volontiers pris sa soirée pour reposer ses voûtes plantaires douloureuses, mais Vincent l'avait explicitement demandé. Vincent Russo. Pour la ville de Chicago, il était un riche promoteur immobilier avec une mâchoire dangereusement affûtée, des costumes anthracites sur mesure et un regard qui pouvait décaper la peinture d'une Cadillac. Pour le gouvernement fédéral, il était le nouveau patron de la famille du crime Russo. Un homme qui avait pris le contrôle du syndicat avec une efficacité froide et impitoyable qui terrifiait la vieille garde. Et pour Clarette, pour elle, Vincent était l'homme qui venait chaque mardi et jeudi. Il s'asseyait dans sa section et la regardait. Pas comme si elle était un obstacle, une blague ou un fétiche, mais comme si elle était la seule femme dans la pièce. Il ne regardait pas au-delà de son poids. Il le regardait directement, puis plongeait son regard dans ses yeux avec une faim ardente et terrifiante qui lui coupait le souffle. Il partageait une orbite dangereuse et tacite, un contact prolongé lorsqu'elle lui tendait son expresso. « Vous êtes magnifique ce soir, Clarette », grave et rauque, murmurait quand personne d'autre n'écoutait. Ce soir, cependant, Vincent n'était pas seul. Il recevait son père. Don Salvatore Russo était arrivé directement de Palerme. Il était un fantôme dans le monde souterrain américain, une légende de l'ancien pays. Il avait bâti l'empire familial sur le sang, l'extorsion et une loyauté absolue et terrifiante. La rumeur disait qu'il était là pour inspecter le nouveau règne de Vincent et pour éliminer toute personne qu'il jugerait faible. Fermé au public, le restaurant ressemblait à une forteresse. De lourds rideaux de velours étaient tirés sur les fenêtres, cachant la ligne d'horizon de Chicago. L'air épais portait l'odeur de l'ail, du romarin grillé, de la fumée de cigares coûteux et l'odeur métallique et amère de l'adrénaline pure. 30 hommes en costume sombre occupaient la salle à manger principale. C'étaient les capos, les soldats et les sous-chefs de Vincent. Assis à la table d'honneur, baigné dans la lueur ambrée d'un lustre en verre de Murano, se trouvait Salvatore Russo. Même à 70 ans, le Don avait une présence physique terrifiante. C'était un homme à la poitrine large, à la peau tannée comme du cuir, aux cheveux argentés épais et gominés, et aux yeux aussi noirs et sans vie que de l'obsidienne. Il ne parlait pas anglais, et il n'en avait pas besoin. Les lourdes bagues en or à ses doigts épais, et la façon dont chaque homme dans la pièce retenait sa respiration quand il levait son verre en disaient en long. À côté de son père était assis Vincent. Pour la première fois depuis que Clarette le connaissait, Vincent semblait tendu. Ses larges épaules étaient raides, sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressautait sur sa joue. « La table 1 a besoin des antipasties », siffla Béatrice, en lui mettant un énorme plateau d'argent dans les mains. « Ne faites pas tomber ça, Clarette. Ne vous cognez à rien. Que Dieu vous vienne en aide si vous transpirez sur le prosciutto, je vous jette personnellement dans la rivière Chicago. »
Ajustant sa prise sur le plateau, Clarette sentit l'argent lui cisailler les paumes. Ses cuisses frottaient l'une contre l'autre sous sa jupe noire alors qu'elle entamait la longue traversée de la salle à manger. Les conversations des hommes aux tables environnantes se turent à son approche. Elle sentit le poids de leurs regards, sachant exactement ce qu'ils voyaient. Une fille lourde et maladroite, un handicap dans une pièce pleine d'angles vifs. Gardant les yeux fixés sur l'espace vide au centre de la table d'honneur, Clarette s'approcha par la gauche de Salvatore, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. « Scusate », murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Elle se pencha avec précaution pour poser l'énorme plat de charcuterie, d'olives et de fromage affiné sur la table. Pour ce faire, elle dut se pencher légèrement. Sa hanche, douce et large, effleura le dossier de la lourde chaise en acajou de Salvatore. C'était un contact léger comme une plume, une conséquence inévitable d'un espace étroit et d'un corps large. Dans une pièce aussi tendue, cependant, c'était comme faire exploser une bombe. Se raidissant instantanément, Don Salvatore tourna lentement sa tête massive, regardant Clarette par-dessus son épaule. Ses yeux d'obsidienne parcoururent son corps de haut en bas, de ses chaussures noires pratiques et éraflées à ses mollets épais, en passant par ses hanches larges pour finalement s'arrêter sur son visage empourpré. Un silence absolu envahit le restaurant. Le bourdonnement du réfrigérateur industriel dans la cuisine, à 15 mètres de là, devint audible. Clarette pouvait entendre le sang rugir dans ses propres oreilles. Vincent se pencha immédiatement en avant, sa main posée à plat sur la table. « Papa », commença-t-il, sa voix un avertissement grave. D'un seul doigt épais levé, Salvatore fit taire son fils. Il ne regarda pas Vincent, gardant ses yeux morts fixés sur la serveuse. Il sortit une serviette en lin impeccable de ses genoux et s'essuya les mains, comme si la simple proximité avec elle l'avait souillé. Puis il parla. Il ne parla pas dans l'italien poli et mélodieux de Rome ou de Milan. Il ne parla même pas dans le dialecte sicilien standard entendu sur les marchés touristiques de Taormine. Au lieu de cela, il parla dans un dialecte guttural et rapide. C'était un son comme des pierres qui se broient, dur et profondément ancien. Né dans les montagnes isolées et brûlées par le soleil des Madonis, c'était une langue conçue pour être parlée à voix basse afin d'éviter la loi. Une langue qui portait le poids des vendettas et des semences de sang. Salvatore supposa, à juste titre pour 99% de la population américaine, que Clarette n'était qu'une grosse serveuse ignorante qui ne comprendrait pas une seule syllabe. « Talia !» cracha Salvatore, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Nash trafara ni quanto na casa ci mi tocca, cucidesi u trabalho, hasta vaca u cacciadaria, manda hasta l'aria lontano di mia. Prima che si faccia tagliare a lingua. » Regardez-moi ça. Une truie grosse comme une maison qui me touche. Qui a donné du travail à cette grosse vache? Éloignez cette chose laide de moi, avant que je ne lui fasse couper la langue. De sombres ricanements éclatèrent chez quelques-uns des capots plus âgés autour de la table, ceux qui étaient venus de l'ancien pays. La chaise de Vincent racla violemment le parquet alors qu'il commençait à se lever, son visage un masque de fureur meurtrière absolue. Clarette vit sa main glisser à l'intérieur de sa veste sur mesure, cherchant une arme à dégainer contre son propre père. Mais il n'en eut pas besoin. Avant qu'elle ne puisse se retenir, avant que son cerveau ne puisse lui rappeler qu'elle n'était qu'une serveuse à Chicago et que cet homme assassinait des gens pour le plaisir, un interrupteur bascula au plus profond de la poitrine de Clarette. C'était un interrupteur installé par sa nonna Katerina. Nonna, qui avait la même silhouette qu'elle. Nonna, qui avait élevé Clarette dans un petit appartement parfumé à l'ail, dans le Queens, après la mort de ses parents. Nonna, qui refusait de parler l'anglais, qui régnait sur leur quartier avec une cuillère en bois de femme, et qui avait inculqué son obscur dialecte montagnard dans la tête de sa petite fille depuis qu'elle était en couche. « Nous venons des rochers, Clarette, » lui disait-elle en lui pinçant les joues potelées. « Nous ne laissons pas les loups mordre. » Clarette ne se recroquevilla pas, ni ne pleura. La honte qui l'envahissait habituellement, lorsque son poids était moqué, s'évapora simplement. Elle fut remplacée par une chaleur générationnelle brûlante. Regardant l'homme le plus dangereux d'Amérique, Clarette redressa ses larges épaules et laissa nonna Caterina prendre les commandes. « Meglio essere una crovacina di carne e sangue. »
répliqua Clairette d'un ton sec. Sa voix résonna, claire, forte et imprégnée de l'inflexion parfaite de son propre dialecte obscur et violent. Qu'à un vecchio lupo sicciuccino sull'udi vilenu e fangu, si l'occhiti sunnu troppo deboli, pas me presenza chiudi. Mieux vaut être une âme pleine de chair et de sang qu'un vieux loup desséché, rempli seulement de venin et de boue. Si vos yeux sont trop faibles pour ma présence, fermez-les. L'effet fut instantané et catastrophique. Si elle avait sorti un fusil de chasse de sous son tablier et tiré au plafond, l'onde de choc aurait été moins forte. Se figeant au milieu de leur rire, les capots laissèrent des sourires glisser de leur visage comme si leur peau avait fondu. À la table à gauche de Clairette, Lorenzo, le sous-chef de la famille, laissa littéralement tomber son verre de bourbon en cristal. Il se brisa contre le parquet, mais personne ne le regarda. Chaque main dans la pièce se dirigea vers l'intérieur des vestes de costume. L'air devint complètement suffocant. Salvatore Rousseau ne sia pas. Assis parfaitement immobile, son visage aux traits lourds devint couleur de cendre. L'insulte à sa fierté était astronomique, oui, mais ce n'est pas ce qui l'avait paralysé. C'était le dialecte. Personne en dehors de 3 villages spécifiques et mourants dans les montagnes siciliennes ne parlait cette variation exacte de la langue. C'était un circuit fermé, un marqueur de lignée. Et une serveuse américaine de 22 ans, en surpoids, venait de l'utiliser comme une arme contre lui avec une fluidité familière parfaite. À mi-chemin de sa chaise, Vincent s'arrêta net. Ses yeux sombres passèrent de Clairette à son père, le choc luttant avec une admiration intense et brûlante qui fit marteler le pouls de Clairette contre ses côtes. Mécaniquement, Salvatore posa ses 2 mains sur la table. De lourdes bagues en or cliquetèrent contre le bois. Il pencha la tête, ses yeux noirs soudainement vifs, perçants, analysant le visage de Clairette non plus comme une nuisance, mais comme une énigme. « Quasi tout ?» demanda-t-il, sa voix tombant à un murmure bas et dangereux qui portait à peine au-dessus de la table. « Qui êtes-vous » Tenant bon, Clairette sentit son cœur menacé de lui briser les côtes. Ses mains tremblaient, alors elle croisa les bras sur sa poitrine, attirant par inadvertance l'attention sur ses courbes, refusant de se faire petite pour lui. « Clairette Mickey Mouse » répondit-elle, passant à l'italien standard, refusant de lui donner plus de ce dialecte intime. « Je m'appelle Clairette. » Ignorant l'italien standard, Salvatore se pencha en avant, contournant son fils et ses soldats. « Wu tu sang » gronda Salvatore, revenant à la langue des montagnes, ses yeux se plissant en fente. « Diculit figure. Cutin in nostra lingua big serida. » Votre sang. De qui es-tu la fille? Qui t'a appris cette langue, petite? Avalant difficilement, Clairette sentit un goût de cuivre dans sa bouche. « Ma grand-mère, dit-elle, la voix tremblant à peine. Caterina. Caterina Vella, du village de San Cipriello. » Au moment où le nom quitta ses lèvres, la température dans la pièce sembla chuter de 20 degrés. Tressaillant réellement, Salvatore Rousseau, l'intouchable Don, fit un mouvement microscopique, un léger soubresaut de ses lourdes épaules. Pourtant, dans le monde des monstres, c'était l'équivalent d'un hurlement. Se signant rapidement, Lorenzo, le sous-chef, murmura une prière. Vincent se leva finalement complètement, sa silhouette imposante bloquant le corps de Clairette de la ligne de mire de son père. Passant la main derrière lui, sa grande main chaude s'enroula fermement autour de sa taille épaisse. Il la tira légèrement derrière lui dans un geste profondément possessif et protecteur qui envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « Ça suffit, papa », dit Vincent, sa voix froide, dépourvue du respect antérieur. C'était la voix du nouveau patron. Salvatore, cependant, ne regardait pas Vincent. Se penchant sur le côté, il regarda Clairette par-delà la large poitrine de son fils. Le dégoût avait complètement disparu de ses yeux. À sa place se trouvait quelque chose de bien pire. C'était la pure. « Caterina Vella », murmura Salvatore, le nom sonnant comme une malédiction sur ses lèvres. Il regarda le visage doux et rond de Clairette, ses hanches larges, la ressemblance indéniable avec la femme qui l'avait élevée. La veuve noire des Madoni. Elle n'était pas morte dans les incendies de 82. Levant lentement les yeux vers Vincent, un sourire sinistre et terrifiant se répandit sur le visage de Salvatore. « Imbécile »
souffla le Don, sa voix dégoulinant d'un amusement sombre. Tu penses avoir amené une serveuse à ma table, Vincent? Tu as amené la petite fille de la seule famille que les Rousseau aient jamais crainte. Tu as amené l'héritière de notre plus grand ennemi. Resserrant sa prise sur sa taille, Vincent colla le corps doux de Clairette contre son dos dur et très musclé. Il ne la lâcha pas. Je sais exactement qui elle est, mentit Vincent sans la moindre hésitation, tournant la tête juste assez pour la regarder. Une promesse dangereuse et excitante brûlait dans ses yeux sombres. Et elle ne va nulle part. Assez épaisse pour s'étouffer. Le silence qui suivit la déclaration de Vincent transforma l'impasse dans la salle à manger de la trattoria de l'Ombra. D'un conflit familial, elle devint la résurrection d'une guerre vieille de 40 ans. Chaque capot qui avait cherché une arme l'avait maintenant dégainée. La moitié de la salle, des hommes plus âgés fidèles de l'ancien pays, visait Vincent. L'autre moitié, des hommes plus jeunes en costume sur mesure comme Matteo et Carmine, qui avaient versé leur sang pour mettre Vincent sur le trône, visait directement Salvatore. Clairette se tenait figée derrière Vincent, sa poitrine ample se soulevant et s'abaissant en respiration courte et paniquée. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son large dos. « Tu oses », siffla Salvatore, ses yeux d'obsidienne brûlant son fils. « Tu pointes des armes sur ton propre père pour une porchetta, une grosse truie de serveuse dont la lignée est une malédiction pour notre nom. » Vincent n'éleva même pas la voix, mais l'autorité glaciale qu'elle contenait commanda la pièce. « Le prochain qui insulte ma femme recevra sa langue par la poste, adressée à sa veuve. Baissez les armes, vous tous. » Sans attendre de voir s'ils obéissaient, Vincent se tourna, son bras s'enroulant fermement autour de la taille épaisse de Clairette. Il se moquait de son ventre mou ou de l'évasement de ses hanches. Il la tenait comme si elle était de la chose la plus précieuse et la plus délicate de la pièce. Il l'emmena directement par les portes de la cuisine, laissant ses hommes couvrir leur fuite. « Vincent, qu'est-ce que tu fais ?» haleta Clairette alors qu'il sortait par la porte de derrière dans la nuit glaciale de Chicago. Un seul père avait pris une décision qui allait bouleverser tout son monde. « Ma directrice, Béatrice, mon travail. »« Tu ne travailles plus ici, Clairette, » dit-il d'un ton bourru, ouvrant la lourde portière passager et la soulevant presque à l'intérieur. « Tu ne travailleras plus jamais un seul jour de ta vie. » Claquant la portière, il fit le tour du côté conducteur et démarra en trombe hors de l'allée, avant même qu'elle n'ait pu attacher sa ceinture de sécurité, filant à travers les rues illuminées de néons. Le silence dans la voiture semblait lourd et suffocant. « Le savais-tu » demanda finalement Clairette, la voix tremblante. « Tiens. » L'adrénaline s'estompait, laissant place à une terreur froide et crue. « Quand tu t'asseyais dans ma section toutes ces semaines, savais-tu qui était ma grand-mère? » Gardant les yeux sur la route, la mâchoire de Vincent se contracta. « Non, je te le jure devant Dieu, Clairette, je ne le savais pas. Je savais juste que la première fois que je t'ai vu, tu m'as coupé le souffle. » Un rire amer et autodérisoire lui échappa. Bien sûr, le chef de la mafia impitoyable tombe amoureux de la serveuse taille 22 qui trébuche sur ses propres pieds. Pillant sur les freins, Vincent gara violemment le VUS dans un parking souterrain isolé sous un gratte-ciel de verre. Il mit la voiture au point de mort et détacha sa ceinture, tournant toute sa carrure massive vers elle. « Ne fais pas ça, gronda-t-il, tendant la main pour lui prendre le visage. Ses pouces caressèrent ses joues empourprées. « Ne t'insulte pas. Tu crois que je me soucie des mannequins filiformes que mon père fait parader? Ils ne sont rien. Ils sont vides. Toi? » Il laissa son regard tomber, embrassant toute l'étendue douce de son corps tendu contre l'uniforme noir bon marché. « Tu es tout. Tu es douce et tu es forte. Tu es exactement ce qu'une femme est censée être dans mes mains. » Le souffle de Clairette se coupa. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Personne n'avait jamais regardé son corps gros et y avait vu du pouvoir, encore moins du désir. « Mais la famille Vella, murmura-t-elle. Ma nonna Caterina faisait des pâtes. Elle tricotait des poules. »« Caterina Vella, dit Vincent doucement, ses yeux sombres du poids de l'histoire, était la patronne du syndicat de San Cipriano. En 1982, mon grand-père a essayé de prendre le contrôle des ports de Palerme. Ta grand-mère a incendié 3 de ses entrepôts avec ses capots enfermés à l'intérieur. Nous pensions que les Vella avaient été anéantis lors des représailles. Nous pensions que la lignée était éteinte.
Se penchant, son front se posa contre le sien. Et puis la femme la plus belle et la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée ouvre la bouche dans un restaurant de Chicago et parle la langue fantôme des montagnes Madonie. Soudain, un coup sec sur la vitre blindée de la fenêtre de Toretto les fit sursauter tous les deux. En une fraction de seconde, la main de Vincent était dans sa veste, dégainant un lourd Glock. Mais quand il regardait dehors, ce n'était pas une équipe de tueurs. C'était Lorenzo, le sous-chef, l'homme qui avait laissé tomber son verre au restaurant. Baissant la vitre d'un pouce, Vincent avertit. « Donne-moi une seule raison de ne pas te mettre une balle entre les deux yeux, Lorenzo. »« Parce que je ne suis pas là pour toi, patron, » allaita Lorenzo, levant ses mains vides en l'air. Il regarda au-delà de Vincent, fixant Claret avec un mélange de révérence et d'urgence frénétique. « Je suis là pour la Donna. » Reculant, Lorenzo regarda Vincent pousser prudemment la portière, son arme pointée sur la poitrine de l'homme plus âgé. Claret glissa hors du VUS, les genoux tremblants, mais elle se força à se tenir droite. Redressant ses lourdes épaules, elle canalisa chaque once de l'esprit terrifiant de Nana Katerina. « Parle, Lorenzo », ordonna Claret, se surprenant de la fermeté de sa voix. Tombant à genoux sur le béton graisseux du parking, Lorenzo inclina la tête. « Ma mère était une Vela, Donna Claret. Elle a fui la Sicile en 82. Nous sommes des dizaines, des dormants, des loyalistes. Nous nous sommes assimilés dans les rangs des Rousseau pour survivre, attendant le jour où un véritable héritier Vela ferait surface. » Vincent baissa légèrement son arme, les yeux écarquillés. « Tu es un traître. »« Oh, oh, mon ami, je suis loyal au sang, » dit Lorenzo en se relevant. « Et en ce moment, Don Salvatore réclame votre sang à tous les deux. Il a ordonné un assaut sur cet immeuble. Il connaît l'existence du penthouse. 50 hommes viennent pour vous éliminer, Vincent, et ramener sa tête à Palerme. »« Qu'ils viennent, » gronda Vincent, se plaçant devant Claret. « Non, dit-elle en posant sa main sur sa poitrine. C'était du muscle solide, mais elle sentit son cœur martelé contre sa paume. « Nous ne nous cachons pas. Nonna disait toujours qu'un loup qui se cache dans une grotte meurt dans une grotte. » La regardant, un sourire sauvage et émerveillé se dessina sur le beau visage de Vincent. « Que suggères-tu, ma reine? »« Lorenzo, » dit Claret en se tournant vers le sous-chef. « Combien de loyalistes Vela font partie de l'équipe d'assaut de Salvatore? »« Au moins 20, Donna Claret. »« Appelle-les, » ordonna-t-elle. « Dis-leur qu'il est temps de se réveiller. » 30 minutes plus tard, l'embuscade eut lieu, mais pas comme Salvatore l'avait prévu. Ils ne montèrent pas au penthouse. Au lieu de cela, ils attendirent dans l'étendue vaste et sombre du garage souterrain. Claret se tenait en plein centre, sous une lumière fluorescente vacillante. Elle ne faisait aucun effort pour cacher sa taille ou sa présence. Elle était l'appât. 3 fourgons noirs dévalèrent la rampe en béton en crissant. Les portes coulissantes s'ouvrirent et Salvatore Rousseau sortit, entouré d'hommes lourdement armés. En la voyant se tenir là, seul, un rire cruel et victorieux résonna dans le garage. « Regardez-la, » ricana Salvatore en italien. « Une grosse sotte. Mon fils t'a abandonné, Trui. A-t-il réalisé qu'une femme de tes proportions ne ferait que le ralentir? » Claret ne broncha pas, laissant un lent et terrifiant sourire se dessiner sur son visage. Elle se tint ferme. « I cinghiali mangiano i lupi vecchi », dit-elle dans le rude dialecte des montagnes. « Les sangliers mangent les vieux loups. » Avant que Salvatore ne puisse réagir à l'insulte, les ombres du garage prirent vie. Sortant de derrière un pilier en béton, Vincent leva son arme. Mais il n'était pas seul. Des cages d'escalier, de derrière des voitures garées, des dizaines d'hommes émergèrent. Le rebondissement que Salvatore n'avait jamais vu venir se produisit en un clin d'œil. Soudain, la moitié des hommes qui étaient sortis des fourgons avec Salvatore tournèrent leurs armes contre lui. Se tenant à l'avant, Lorenzo pointa son arme directement sur la tête du vieux Don. Se figeant, les yeux de Salvatore balayèrent sauvagement la pièce. Il était complètement encerclé, trahi par ses propres rangs. « Qu'est-ce que c'est que ça? » rugit Salvatore. « C'est la fin de ton règne, papa, » dit froidement Vincent, s'avançant aux côtés de Claret. Tendant la main, il entrelaça ses doigts avec les siens, tenant sa main à la vue de tout leur monde. « Tu as régné par la peur, mais tu as oublié que certains liens du sang sont plus profonds que la peur.
Jetant un coup d'œil aux hommes, Vincent continua. Mon père se retire. Il retourne en Sicile ce soir et il ne remettra plus jamais les pieds en Amérique. S'il le fait, la famille Vela et la famille Russo, unies sous ma direction et celle de ma reine, réduiront son empire en cendres. Est-ce bien compris? Les loyalistes Vela hochèrent la tête, réalisant qu'ils étaient terriblement dépassés en nombre et en stratégie. Les hommes restants de Salvatore baissèrent lentement leurs armes. Salvatore regarda Claret. Le dégoût avait disparu. La peur avait disparu. Il ne restait plus qu'une défaite écrasante et absolue. Il avait été battu, non pas par un don rival, mais par une serveuse en surpoids de Chicago qui se souvenait des paroles de sa grand-mère. Crachant par terre, il tourna les talons et remonta dans le fourgon. Alors que les véhicules s'éloignaient en trombe, laissant le garage dans un silence pesant, les genoux de Claret cédèrent enfin. Mais elle ne toucha pas le sol. Vincent la rattrapa. Soulevant sans effort son corps lourd dans ses bras, il enfouit son visage dans son cou. Respirant son parfum, il la serra fort contre sa poitrine. « Tu l'as fait, » murmura-t-il férocement. « Tu nous as sauvés. » Enroulant ses bras autour de son cou, Claret laissa enfin les larmes couler. « Je suppose que je ne travaille pas le samedi demain. » Vincent rit, un son profond et riche qui gronda dans sa poitrine. « Non, mon Rémio. Demain, nous achetons le restaurant, et ensuite, nous achetons la ville. » Il l'embrassa passionnément et profondément, là, dans le garage souterrain. Il se moquait de son poids, de ses pieds maladroits ou de son uniforme bon marché. Il avait le goût de la fumée, du danger et d'une dévotion absolue. Elle était Claret Vela. Elle était douce, elle était lourde, elle était féroce. Et elle était exactement là où elle devait être. Le feu sicilien de Claret et son héritage mafieux inattendu vous ont-ils coupé le souffle? Si vous aimez cette romance pleine de rebondissements, sur une reine ronde qui revendique son pouvoir et son dangereux Don, appuyez sur le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec vos amis qui adorent les drames mafieux intenses. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires audio palpitantes inspirées de faits réels. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré?